Bonjour tout le monde, mon nom est Louis Hull, je suis le responsable des instituts d'été 2022 pour le Centre Franco et aussi pour la série Impact, série de conférences que l'on donne au cours de l'année. Ça me fait très, très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette première formation. Oui, si vous êtes les champions, championnes ce matin, vous êtes là et puis je pense qu'on va avoir une très belle formation. Je tiens à vous rappeler que cette formation, elle est enregistrée et qu'elle se retrouvera dans quelques semaines sur le site du Centre Franco. Ensuite, je vais aussi dire merci au ministère de l'Éducation qui finance le tout. Et puis, eh ben, si vous avez des questions, je serai dans la boîte de clavardage tout au long de cette formation. Et puis, eh bien, je vous laisse entre bonnes mains avec la formation d'Annie Sicard ce matin. Alors, bonne formation à tout le monde. Et puis, voilà, c'est officiellement commencé. Merci, Louis. Alors oui, comme vous avez dit, comme Louis vient de vous dire, vous êtes des champions, championnes. Première formation, c'est encore l'été, hein? On est juste le 10 août. Alors, félicitations, puis merci d'être là. Je pense que ça va être important de connaître là, ce que j'ai à vous dire, puis je suis vraiment contente que vous soyez là. Alors, évidemment, c'est la formation pour un enseignement efficace dans un milieu sûr et inclusif. C'est vraiment quelque chose qu'on parle dans nos écoles. Alors, comment s'assurer, puis vu que c'est la première, puis je me suis dit, si vous suivez plusieurs autres formations, je me suis dit, au moins, vous avez toujours l'intention de connaître les 3 pratiques préconisées par le ministère. Alors, évidemment, je suis Annie Sicard, je suis une direction adjointe dans une école du CPO, donc le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Ça fait 13 ans que je suis direction, mais je suis professeure d'université, j'enseigne aussi au collège. J'ai eu la chance aussi de rédiger un site web. Je travaille beaucoup pour le Centre Franco. Alors, le site web qui va sortir sous peu, donc gardez-le sous la main, c'est probablement une de mes formations de cet automne, qui va s'appeler Évaluer, différencier, réussir, tout à fait actualisé, un petit peu avec les pratiques dont on va parler aujourd'hui. Alors, c'est assez intéressant. Et je travaille aussi à la Cité avec les compétences transférables, un contrat de quelques années avec plusieurs collèges. Alors, ceci me permet de vous dire qu'il y a la feuille de présence. Alors, vous avez accès à ma présentation. La feuille de présence, elle est ici. Je vais y revenir à la fin parce que souvent, il y a toujours des gens qui se joignent à nous. Alors, c'est important pour savoir que vous avez participé à cette formation-là de remplir la feuille de présence. Et effectivement, Louis vous a dit que la formation, elle est enregistrée. Alors, je vais commencer avec la reconnaissance du territoire. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connus comme Oniatario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Alors, nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, pour commencer cette formation, je vous ai... Excuse-moi, Annie. Oui. Excuse-moi, Oui, c'est Louis qui parle. Est-ce que tu nous partages cette formation? Oh, elle n'est pas partagée? D'accord. Voilà, merci. Merci. Alors, il y aura 2 résultats d'apprentissage. La première partie, c'était de bien comprendre les 3 pratiques qui sont préconisées, dont la pédagogie sensible et adaptée à la culture, la conception universelle de l'apprentissage et la différenciation pédagogique. Puis, c'est certain que vous en connaissez une plus que l'autre. On la verra sous peu. Et le deuxième résultat que je veux que vous puissiez maîtriser, c'est de comprendre et d'appliquer certaines stratégies qui sont liées aux compétences transférables, mais qui répondent aux 3 pratiques. Alors, dans un deuxième temps, c'est ce qu'on fera. Alors, l'activité diagnostique, vous allez utiliser le clavardage. C'est pour un petit peu se dégainer, mais en même temps, c'est pour moi de pouvoir cibler avec qui je travaille aujourd'hui. Alors, je vous demande de placer en ordre chronologique votre degré de connaissance sur ces 4 terminologies-là. Alors, la conception universelle de l'apprentissage qu'on peut appeler la CUA.
la différenciation pédagogique que des fois on appelle DP, la pédagogie sensible et adaptée à la culture qu'on peut appeler la PESAC et l'éducation équitable et inclusive. Donc, mettez en ordre de degré de connaissance avec les chiffres 1, 2, 3, 4, pour savoir laquelle vous êtes le plus à l'aise à celle qui vous connaissez un peu moins. Alors, je vous laisse quelques minutes. Allô, Annie, comment est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est à travers le chat? Oui, oui, tu vas dans la conversation et tu peux aller écrire. Guy vient de le faire. Merci. Bienvenue, Julie et Esther aussi. Juste pour vous dire, vous êtes arrivés un petit peu plus tard. Il y a un Bitly et si jamais vous voulez copier le Bitly, vous pouvez avoir accès à la présentation. Sinon, je vous la donnerai d'ici la fin. Donc, vous voyez que l'activité diagnostique, alors, on est en train de voir les résultats. Et c'est très, très intéressant de voir que la différenciation pédagogique, elle est un petit peu plus connue. Et la raison d'être, c'est qu'on a mis des auto-formations. Nos conseils ont parlé beaucoup de la différenciation pédagogique. Il y en a qui disent l'éducation équitable et inclusive. Évidemment, on en parle aussi. Et vous voyez que la conception universelle et la pédagogie sensible adaptée à la culture, c'est quelque chose qu'on connaît moins. Alors, c'était un petit peu ce que je me doutais et c'est un petit peu dans le but de cette formation-là. Alors, je vous parle de l'éducation équitable et inclusive. Elle date depuis 2009. Alors, on avait eu le document « Comment tirer parti de la diversité ». C'est la stratégie ontarienne d'équité et d'éducation inclusive. Et c'est une richesse, cette ressource-là. Elle vaut la peine des fois d'être refeuilletée. Et on parle de principes directeurs. Alors, on disait que l'éducation équitable et inclusive, c'est à la base de l'excellence. Ça répond aux besoins individuels. Ça reconnaît les mines des obstacles. Ça l'encourage un sentiment d'appartenance. Ça met à contribution la communauté dans son ensemble. Ça vient prolonger et améliorer les initiatives existantes ou antérieures et ça se manifeste dans l'ensemble du système. Alors, vous savez, donc, depuis 2009, on y croit à l'éducation équitable et inclusive. On en parlait moins et on pensait qu'on pouvait y répondre par la différenciation pédagogique. Et c'est vrai, mais je vais vous parler des deux autres pratiques. Par la suite, on a créé le plan d'action. Alors, vous voyez, il y a un plan d'action pour l'équité en matière d'éducation. Il y avait des actions à mettre en œuvre. Je ne sais pas si ont tous été mises en œuvre par nos conseils. On est encore dans le plan. On pourrait aller le visiter. Il date de 2017. Alors, ça ne fait pas si longtemps que ça. Excuse-moi, Annie, ton micro, il a été déclenché, on ne t'entend plus. Bon, et voilà. Ah, et voilà, tu es revenu, merci. Merci. Alors, on parle, les écoles sont comme des aéroports. Alors, je vous fais réfléchir un petit peu. Si je vous dis que les écoles sont comme des aéroports et je vous présente une image, qu'est-ce que ça pourrait dire? Comment on pourrait comparer nos écoles à un aéroport? Vous pouvez prendre le micro ou vous pouvez écrire dans le clavardage si ce n'est pas trop long. Selon moi, je pense que comparer une école à un aéroport, ce serait un peu comme, si je peux expliquer avec un visuel, un peu comme à la rentrée, on a un programme officiel scolaire et on se doit en tant qu'enseignant d'accompagner les enfants vers un but. Et l'aéroport serait un peu comme, on doit les embarquer dans les avions pour les accompagner vers l'atteinte des attentes afin qu'ils puissent se développer, atteindre leur niveau optimal de développement. Donc, pour moi, c'est un peu comme ça. C'est bien, Joséphine. Est-ce que quelqu'un pense autre chose? Parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut penser.
Alors, Annie, nos élèves arrivent de partout avec des bagages différents, une culture différente. Exactement. Alors, vous voyez, ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que quelqu'un veut partager une autre idée? Ah, Diane est en train d'écrire. Alors, vous voyez, ce que j'essaie de vous dire aussi, c'est que des fois, c'est intéressant de prendre une image ou un mot et laisser les élèves réfléchir et vous donner quelque chose. Vous donner un message, tu sais. Il y a beaucoup d'inférences dans cette image-là. Il y a beaucoup de choses à nous dire. Et pourtant, j'ai rien dit. Puis vous êtes tous en train de réfléchir à l'inclusivité, puis au bagage des élèves, puis le but. Puis il n'y a rien d'écrit dans tout ça. Alors, évidemment, c'est une image tirée de Levin en 2002. Les élèves sont des passagers, alors ils arrivent de milieux variés, ils se dirigent vers de nombreuses destinations. Leur décollage particulier vers le monde adulte exige divers plans de vol. Alors, vous voyez, il faut aussi planifier pour eux parce qu'on veut les développer à leur plus haut niveau. On vise l'excellence. Alors, on recommence avec peut-être de réfléchir au vocabulaire. Alors, on regarde 3 mots qu'on utilise souvent. L'égalité, l'équité et l'inclusion. Et puis là, je veux, c'est un petit peu ça, c'est d'essayer de le comprendre. Donc, quand on parle d'égalité, c'est la première image. Tout le monde est à un match de soccer et sont tous égaux. Et quand on parle d'équité, c'est que là, on va s'assurer qu'ils ont tous la même chance de voir la chute au même niveau. Et dans l'inclusion, eh bien, c'est un petit peu, on veut que les gens aient leur place. Donc, quand on parle d'équité, et si on regarde la définition, l'égalité, c'est traiter les gens de la même manière. Alors, est-ce que c'est ça que vous voulez? La deuxième, l'équité, c'est viser à s'assurer que tous aient les mêmes chances de réussite. Okay? Alors, si on a un handicap, si on a un défi d'attention, est-ce qu'on cherche à ce que tous nos élèves aient la même chance de réussite? Et finalement, lorsqu'on va parler d'inclusion, c'est qu'on va s'assurer que tout le monde ait sa place. Alors, des fois, on planifie et on pense ce qui nous intéresse, nous. On pense que ce qu'on donne, c'est intéressant. Mais est-ce que tous les élèves ont leur place? Est-ce qu'on donne assez de choix? Est-ce qu'on leur parle et on s'assure qu'ils sont bien? Parce que quand on est inclus, on sent sa place, on a un sentiment d'appartenance. Alors, c'est un petit peu cette réflexion-là, 3 mots intéressants. Puis des fois, on y va avec l'égalité. On est fatigué un peu dans notre planif, puis on dit, bon, tout le monde, c'est ça le travail. On est absent, par exemple, puis on donne un... Mais est-ce qu'on peut penser équité, chance égale, inclusion? Est-ce qu'il y a sa place? Est-ce que tout le monde a sa place dans le travail demandé? Alors, voilà une autre image qui peut vous parler. L'exclusion, ça a l'air de ceci. Donc, ça, on voyait ça quand même, là, tu sais. La ségrégation, c'est qu'on a créé des groupes. Le groupe, un autre groupe. L'intégration, c'est le groupe est là, mais à l'intérieur. Quand on parle d'inclusion, c'est qu'on voit que tout le monde a sa place. Et quand j'ai présenté ça à mon personnel, plusieurs ont réfléchi, puis je pense que c'est un petit peu cette réflexion-là que je veux que vous ayez. Parce que des fois, vous dites, oh, je suis peut-être encore en intégration. T'sais? On est la personne qu'on est et peut-être qu'on est encore en train d'enseigner au niveau de l'intégration et on oublie que c'est l'inclusion qu'on vise. Okay? Parce que nos croyances et les gens qui nous ont enseigné, notre parcours professionnel nous amène à enseigner des fois vers l'intégration. Et on pense qu'on fait bien. Et vous faites bien. Comme on avance. On n'est plus dans l'exclusion ou la ségrégation. Mais comment on va dans l'inclusion? OK? Alors, c'est une image qui parle. Puis, les élèves peuvent voir ça aussi. Dire, voyez, je veux que vous soyez inclus, vous ayez votre place, vous devez me parler. T'sais.
Alors, comment on fait pour tirer parti de la diversité de nos élèves et veiller à ce que les élèves soient motivés, inclus et respectés? C'est une question que je vous pose. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des stratégies. Puis peut-être vous pourriez les partager, dire, moi, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien. D'un, c'est sûr, c'est de connaître ses élèves, vous allez me dire, là, mais comment on s'assure? Alors, je vous parle de 3 pratiques. Alors, elle est tirée puis là, vous avez le lien en haut, du nouveau site. Alors, c'est le site qui a été révisé en mathématiques par le ministère et c'est les nouveaux curriculums qui sont maintenant en ligne. Et les pratiques d'enseignement et d'évaluation efficace, sous ça, on parle des 3 pratiques maintenant. Alors, on parle de l'intégration de la pédagogie sensible et adaptée à la culture, on parle de la conception universelle, on parle de la différenciation pédagogique. C'est ça qui permet d'offrir aux élèves des expériences d'apprentissage authentiques qui vont répondre aux forces et aux besoins. Alors, ça veut dire quoi? La pédagogie sensible et adaptée à la culture, elle est tirée, il y a 2 choses. Elle est tirée d'une monographie qui s'appelle Pédagogie sensible et adaptée à la culture. Et le Centre Franco a aussi créé une auto-formation. Alors, plus tard, je crois que je l'ai mis dans ma biographie, sinon je vais vous montrer où elle est aussi. Alors, c'est un petit peu de comprendre que la pédagogie sensible et adaptée à la culture, c'est pas quelque chose c'est quelque chose que je dois réfléchir lorsque je planifie. Et encore là, tantôt, je vous ai dit, c'est souvent nos croyances, la manière qui on est. Et on veut créer des activités intéressantes, authentiques, super plaisantes, que les élèves vont être engagés. Il n'y a pas un enseignant qui veut créer quelque chose qui va être vraiment ennuyant. Alors, c'est sûr qu'on crée quelque chose pour aider nos élèves. Mais quand on pense à la pédagogie sensible et adaptée à la culture, on envisage la culture dans son sens large et on pense à différents aspects, que ce soit les identités sociales et personnelles d'une personne, les origines ethniques, on parle des classes sociales, l'identité sexuelle, etc. Alors, cette reconnaissance-là, elle est notée et on prend conscience des privilèges et de l'oppression historique et actuelle. Alors, cette vision-là, c'est une vision qui est inclusive, qu'on doit réfléchir, puis c'est pas évident. Et il n'y a pas beaucoup de ressources qui sont créées. Évidemment, il y en a plus en anglais, puis on est en train de s'y pencher pour voir une liste de vérification. Peut-être dans l'année, je vais faire d'autres recherches, puis une liste de vérification. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je me pose les bonnes questions? Est-ce que j'ai quelque chose à changer? Et évidemment, c'est ce qui résume un peu la pédagogie sensible et adaptée à la culture. La conception universelle, pour sa part, elle existe quand même depuis un bon petit bout. Alors, la conception universelle, c'est inspiré et c'est pour ça qu'il y a une rampe et des escaliers. C'est inspiré de la planification de l'architecture pour l'accessibilité des personnes ayant un handicap. Donc, d'abord, on a créé les rampes d'accès avec des marches d'escalier à côté, puis on a créé nos rampes d'accès pour les personnes ayant un fauteuil roulant. Alors, et on a vite réalisé que c'est important pour qui d'autre, la rampe d'accès? Qui d'autre l'utilisait que le fauteuil roulant? Vous pouvez l'écrire dans le chat, vous pouvez me le dire. Les personnes âgées. Bon, une personne âgée, une femme enceinte, merci. Des poussettes, oui, tu sais. Les livreurs, oui, tu sais, vous savez, des fois, les livreurs ont beaucoup des personnes à basse vision. Une bicyclette. Vous voyez des fois la bicyclette montée par la rampe au lieu de, tu sais, quelqu'un qui a des bagages. Donc, vous voyez ce que ça veut dire, la conception universelle, c'est qu'on a créé quelque chose pour des personnes ayant un handicap physique en fauteuil roulant, la rampe d'accès. Et elle a servi à plein de monde. Et on ne disait pas aux gens, non, 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 tu n'as pas le droit d'utiliser la rampe d'accès, c'est écrit fauteuil roulant seulement. On n'a pas fait ça. On a laissé la rampe d'accès ouverte à tous.
Puis, vous savez, des fois, ça fait bien des marches que vous montez, là. Vous pouvez dire, hey, on va la prendre, moi, la rampe d'accès, puis je suis parfaitement en forme, puis ça me tente de la prendre, la rampe, des fois. Alors, vous savez, c'est ça que c'est la conception universelle. Ce qui peut être utile pour un élève peut l'être aussi pour tout le monde. Et c'est là que des fois, on se dit, ben, il n'y a pas un PEI, mais y a-t-il vraiment besoin d'un PEI? D'un plan d'enseignement individualisé et des adaptations. Il y a des choses qu'on peut faire pour un élève, on peut le faire pour tous. Parce que des fois, on apprend comme ça. Par exemple, si un élève apprend beaucoup avec de la couleur ou séparé, bien, pourquoi vous ne le montrez pas à tout le monde? Vous le montrez à un élève dans la classe parce que c'est dans son pays, oui, mais pourquoi vous ne l'enseignez pas à tout le monde? Parce que des fois, les gens vous disent, ah, c'est difficile, j'ai quelques élèves avec des PEI, puis c'est compliqué. Oui, ça peut être compliqué, mais pourquoi c'est compliqué? Pourquoi on ne l'enseigne pas à tout le monde? Est-ce que la stratégie, elle est si mauvaise? Alors, la conception universelle, elle date quand même d'un petit bout en Ontario, mais on n'en a pas parlé. Elle date d'un document qui s'appelle l'apprentissage pour tous, qui a été révisé en 2013. Il date, là, il a été écrit en 2009, révisé en ébauche en 2013. Et encore là, il y a des défis, comme la différenciation pédagogique. Elle n'est pas à jour dans ce document-là, mais c'est le seul document de l'éducation de l'enfance en difficulté. Alors, c'est un document qui est une table ronde, qui est déjà, tu sais, à cette époque-là, on date de 2013, ça fait comme presque 10 ans, là, mais on en parlait de la conception universelle. C'est une façon d'enseigner. Alors, c'est de planifier l'accessibilité des apprentissages pour tous dès le départ. Vous voyez, la pédagogie sensible et adaptée à la culture, c'est le rôle de l'enseignant. C'est l'enseignant qui crée dans sa planif une pédagogie pour tous, pour que tous aient une place, pour que tous se sentent inclus puis dire ça va être intéressant, ça me parle. La conception universelle, elle, c'est l'accès dès le début, dès le départ. Si j'ai enseigné, par exemple, à un élève les couleurs pour mieux comprendre, pour surligner, pour mieux comprendre ce qu'il y a à lire, bien, enseignez-la à tous. Donc, il y a de la planification d'accessibilité pour tous dès le départ. Et c'est différent de la différenciation pédagogique. Alors, cette pédagogie-là, cette pratique-là, elle mise sur une planification inclusive de l'enseignement plutôt qu'un seul accommodement d'un besoin individuel. Donc, au lieu d'enseigner à un élève quelque chose, on enseigne à tous. Et vous pouvez aller lire sur l'apprentissage, pages 11 et 17 aussi, si jamais vous vouliez en connaître davantage. Maintenant, le Québec est un petit peu plus avancé dans la conception universelle et je vous partage une richesse, mais c'est une richesse, je vous le dis. Alors, eux ont divisé la conception universelle en 3 domaines, le quoi, le comment et le pourquoi. Et sous le quoi, c'est des moyens de représentation. Sous le comment, c'est des actions et des expressions. Et sur le pourquoi, c'est des moyens d'engagement. Et là, il y a 9 différentes sous-parties. Et le document complet, il est ici. Je ne peux pas l'ouvrir parce que je suis en enregistrement et c'est un document québécois. Mais, et je n'ai pas les sources, mais vous avez accès au lien. Et la source Lire Québec, il y a une belle vidéo qui vous explique aussi la conception universelle. Alors, le document complet, je pense qu'il est 13 pages. C'est une richesse. Ça vous pose toutes les questions des élèves, à savoir, c'est quoi la conception universelle et est-ce que je peux faire ça avec mes élèves? C'est oui. Oui, la conception universelle, c'est des différentes façons de faire un quoi, un comment et un pourquoi et d'appuyer une pratique inclusive pour tous. Okay? Alors, une richesse, je vous le dis, là, si vous ne l'avez pas téléchargé, vous avez accès à ma présentation, vous le garderez. Alors, maintenant, j'arrive à la différenciation pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire, la différenciation? Puis là, je veux passer un petit peu plus vite parce que quand même, je pense que vous aviez quand même assez de connaissances. Alors, on a dit en 2008 que la différenciation, c'était une approche souple et proactive. Alors, on veut réfléchir, c'est le mot proactif que j'aime beaucoup, et souple parce qu'on peut planifier quelque chose, puis ouf, on change parce que l'élève change ou on apprend à les connaître davantage. Alors, c'est ce qui permet d'ajuster nos stratégies
en fonction de 3 choses, leur niveau de préparation, donc ce qu'ils connaissent, leur champ d'intérêt et leurs préférences en matière d'apprentissage. Alors, c'est leur profil, vraiment. Et ça place toujours l'élève au cœur. La différenciation pédagogique, c'est l'élève. C'est plus la planification. Vous voyez, la pédagogie sensible et adaptée à la culture, oui, je veux que mes élèves soient bien, mais c'est de la façon dont je réfléchis. Est-ce que je pense que j'ai touché tout le monde? Est-ce que tout le monde va se sentir bien? Et je leur parle. Ça m'appartient. La conception universelle, c'est de s'assurer que tout le monde a des chances égales de réussite. OK? Donc, j'essaye. La différenciation, c'est à ce point-là que je peux aller voir chaque élève. C'est là les besoins individuels des élèves quand même, son intérêt. Lui, il aime ça. Celui-là, il apprend un petit mieux comme ça. C'est pour ça que je fais des groupes, des regroupements des élèves qui ont de la difficulté à lire. Donc, je le sais, ça. Je viens de le diagnostiquer. Je vais faire un sous-groupe. Je vais enseigner à ce petit groupe-là. Eux autres vont pouvoir aller vers quelque chose d'autonome. Alors, il y a aussi l'auto-formation sur la différenciation pédagogique. Ça, c'est une auto-formation que j'ai écrite quand même plusieurs années passées, mais qui a des capsules intéressantes si jamais vous voulez en connaître davantage. Ensuite, on parle de qu'est-ce que c'était la différenciation pédagogique, ce que c'est, ce que ce n'est pas. Je pense que je peux aller assez vite dans tout ça parce que je pense que vous savez quand même, c'est des regroupements flexibles, c'est des tâches significatives authentiques, c'est un nombre raisonnable de choix. Alors, évidemment, quand on fait de la différenciation, c'est qu'on peut offrir des choix aux élèves. C'est des élèves qui apprennent à se connaître et on apprend à les connaître aussi. Et les élèves vont co-construire les règles, les routines avec leurs enseignants. Alors, évidemment, ce sont 5 points intéressants. J'ai donné une formation le 8 février 2022. Alors, j'ai mis l'enregistrement ici. C'est sur des tâches authentiques et significatives. Alors, si jamais vous vouliez pousser davantage cet aspect-là, est-ce que je réponds aux tâches authentiques et significatives? Et advenant que vous aviez des questions, bien, vous avez mon adresse, vous allez pouvoir m'écrire. Alors, on a parlé en 2008 de la différenciation, qu'elle était une approche. Mais on a changé un petit peu avec les recherches et on l'appelle maintenant une philosophie. Une philosophie de l'enseignement, ce qui veut dire que la différenciation, ce n'est pas un choix. Et je pense parce que vous la connaissez autant, je vois que vous dites, ben, c'est important, c'est ça qu'on fait, de la différenciation. Il y a plusieurs niveaux de différenciation. Il n'y a jamais un enseignant qui peut faire la différenciation à son plus haut niveau. Il y a toujours de l'amélioration. À chaque année, tu peux pousser, tu peux mieux connaître tes élèves, tu peux offrir plus de choix, tu peux créer quelque chose de plus ludique. C'est possible de le faire. Donc, il n'y a jamais quelqu'un qui peut dire « Ah, moi, la différenciation, je m'y connais et je suis parfait, je fais des recherches, ça fait des années. » Et encore, je me dis « J'ai quelque chose à apprendre. » Alors, Caroline Tomlinson, c'est celle que l'Ontario, on s'est fié beaucoup. C'est une chercheure américaine. J'ai mis une petite vidéo ici, c'est qu'est-ce que la différenciation pédagogique pour elle. En anglais, c'est Differentiated Instruction. Évidemment, la vidéo est en anglais, vous pourrez l'écouter. Évidemment, elle, ce qu'elle dit, c'est quand on fait de la différenciation pédagogique, c'est qu'on a toujours l'élève en tête. On sait à qui on va faire ce projet-là, il est pour tel élève. On peut savoir qui va presque choisir le projet authentique qu'on offre. La différenciation, c'est une manière de penser l'enseignement. Et évidemment, c'est de comprendre où l'élève se situe, autant dans son plan cognitif qu'émotionnel. Maintenant, vous savez que l'Ontario, le bien-être est tellement important que des fois, on s'attarde que la différenciation, c'est pour le cognitif, c'est pour le programme cadre. Il faut répondre à notre programme, mais c'est aussi l'émotionnel de l'élève. Comment il se sent? Est-ce qu'on peut passer par la différenciation pour connaître ses besoins émotionnels aussi? Donc, à la fin d'une journée, vous allez voir, tantôt, je vais vous présenter quelques stratégies. Vous pourriez, par exemple, dire de 1 à 5, comment tu te sens après mon enseignement. Donc, donne-moi comment tu te sens, au lieu que ce soit ce que tu as appris. On peut passer vers les émotions aussi parfois. Et ceci nous permet de s'ajuster. Si les élèves sont très anxieux, il y a quelque chose qu'on fait peut-être. On a peut-être quelque chose à réajuster. Alors maintenant, c'est la nature de l'apprentissage sur lequel vous voulez avoir un impact. On devient enseignant parce qu'on veut avoir un impact chez nos élèves. On veut qu'ils apprennent.
C'est certain. Il n'y a pas un enseignant qui décide de devenir un professionnel de l'éducation et se dire, ben, après l'année, ça va être fini. Je veux avoir un impact. Et John Hattie, en 2017, il écrivait dans l'apprentissage visible pour les enseignants 3 points, puis plusieurs autres points. Puis je me suis dit, c'est sur la motivation des élèves. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte quelle est votre nature de l'apprentissage sur lesquels vous souhaitez avoir l'impact? Est-ce que c'est sur le désir d'apprendre des élèves? Est-ce que c'est d'inciter les élèves à rester investis dans leurs apprentissages? Est-ce que c'est de cerner les manières dont les élèves peuvent améliorer leur perception d'eux-mêmes et même ceux des autres et toujours s'améliorer? Alors, est-ce que vous avez réfléchi des fois à dire j'enseigne pour quelles raisons? Est-ce que ces 3 natures-là vous parlent, cet impact-là? Est-ce qu'il y en a une plus que l'autre? Est-ce qu'il y en a une qui n'est pas nommée? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager? Vous êtes pas mal silencieux. Alors, je souhaite que vous réfléchissiez quand même à l'impact, parce que après une semaine d'enseignement ou 2 semaines, donc réfléchissez toujours à l'impact de dire à quoi ça a servi. Est-ce que j'ai incité mes élèves à rester investis? Donc, qu'est-ce que vous avez fait comme impact? Et là, on passe au deuxième. Alors, comment ça va? De 1 à 5, donnez-moi un chiffre de comment ça va. Est-ce que vous suivez toujours? Est-ce que c'est intéressant? Allez-y, je vous attends dans le clavardage. 1 étant. Ah, merci. 1 étant le numéro 1, là, que c'est le bon. Merci. 5, ça veut dire qu'il faut que je me réajuste un petit peu. C'est bien, Joséphine. Diane, c'est bon. Guy, c'est bon. J'aime beaucoup. Bravo, Isabelle. Aurélie. OK, ça va, je ne suis pas super. La deuxième partie, elle va être le côté plus pratique. Maintenant que vous connaissez les 3 pratiques, c'est intéressant d'aller lire davantage, d'en entendre, que vous connaissiez que 3 pratiques existent, puis vous connaissiez un peu plus la différenciation. Donc, ça va être peut-être d'aller voir ce que la conception universelle, je peux l'utiliser davantage. Il y a un document, je vous ai dit tantôt, vous allez pouvoir l'utiliser facilement. Puis la pédagogie sensible et adaptée à la culture, écoutez, vous n'êtes pas les seuls, là. Vous en entendez parler. Puis, il y a une auto-formation et il y a une monographie. C'est à peu près tout ce qui existe. OK? On va en entendre parler. On va avoir, évidemment, beaucoup plus de formation. Puis, je vous dis, je vais faire des recherches. La caméra est fermée, puis je n'arrive pas à la remettre. José, tu es là. Puis, attends une minute, je pense que ton micro est là. Oui, c'est bon. Alors, on y va avec la deuxième partie. Maintenant, c'est d'utiliser les compétences transférables pour aider à faire progresser nos élèves dans les 3 pratiques. Okay? Alors, plusieurs ressources ont été créées par le Centre Franco et le ministère sur les compétences depuis plusieurs années. Alors, évidemment, on a commencé avec un document du compétences du 21e siècle, quand on les appelait comme ça. Puis ensuite, il y a eu un site web sur une ressource sur l'innovation d'apprentissage qui avait été traduite des anglophones, qui n'a pas été très connu. Ensuite, moi, j'ai écrit un blog, on a écrit puis là, c'est devenu des compétences globales. Et on avait 6 compétences globales, puis là, on a encore changé et on les appelle maintenant des compétences transférables. Je pense que le Québec les appelle transversales aussi. Ça fait longtemps qu'ils appellent ça des compétences transversales. Alors, peu importe quand vous faites des recherches sur l'Internet, que ce soit global, transférable, 21e siècle, je pense que c'est de moins en moins utilisé, ce sont tous la même chose. OK? On cherche à développer les élèves des compétences pour qu'ils apprennent. Alors, les compétences transférables, ce qu'on veut faire, c'est d'être intentionnel.
C'est compliqué, là. On apporte des compétences de plus dans mon enseignement. Je ne suis pas certaine de toutes les comprendre. Ce n'est pas évalué ou je ne pense pas que c'est évalué, mais ça peut être évalué. Il y en a dans la grille d'évaluation, il y en a dans le bulletin, il y en a qui sont juste comme comment je fais ça. Alors, ce que je vous dis, c'est il faut être intentionnel dans son choix de stratégie. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu. J'ai donné une formation sur apprendre, comprendre et choisir les meilleures stratégies le 20 octobre, alors à l'automne. Et j'avais présenté 10 stratégies, des simples et des complexes, qui sont tirées de l'auto-formation de la différenciation pédagogique. Et de cette formation-là, j'ai aussi présenté le lien avec les compétences transférables. Il y en a certains d'entre vous qui avaient suivi cette formation-là. Alors, évidemment, les compétences transférables, il y en a 7 maintenant. Il y en a toujours eu 6, puis on a rajouté la littératie numérique. Alors, ce que je vais faire, là, je vais vous présenter des stratégies intentionnelles. Ça veut dire que je m'en vais choisir la pensée critique et la résolution de problèmes. Et je choisis une stratégie pour mettre en œuvre qui développe cette compétence-là, mais que j'irai choisir un contenu différent dans mon programme. Et là, je le sais que je réponds à mon programme et en même temps, je suis en train de développer une compétence. C'est sûr que des fois, vous allez dire, ben Annie, je vois aussi de la communication. C'est sûr, des fois, il y a de la pensée critique, il y a de la communication. C'est transférable. Alors, il y en a plus qu'une, des fois, qui se fait développer, mais laquelle je veux être intentionnelle quand je choisis des stratégies. Alors, je viens de vous montrer tantôt 10 stratégies tirées de l'auto-formation. Je vous les laisse à les apprendre. J'en ai choisi plusieurs autres que vous pouvez utiliser. Alors, celle-ci s'appelle le débat tir à la corde. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà joué dans des carnavals au tir à la corde avec des élèves, mais c'est un petit peu le même style. Alors, vous voyez l'image qui est à côté ici. On l'appelle la stratégie du tir à la corde. On met une petite corde, on peut dire oui ou non, ou 2 arguments différents. Et les élèves doivent décider entre eux leur prise de position. Est-ce qu'ils décident que c'est oui ou est-ce qu'ils décident que c'est non? Et là, ça, c'est simple en mettant oui et non. Ça peut être plus complexe si on va jusqu'au secondaire. Ça peut être plus simple avec des plus jeunes aussi. Ça pourrait être des images, etc. Alors, on demande aux élèves de choisir. On leur remet un papier adhésif, puis tout ce que je vous dis, vous dites, ben, je pourrais-tu faire ça au lieu? Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. Alors, on remet un papier adhésif et là, les élèves vont placer leur papier adhésif. De là, ce qui est intéressant, vous pouvez voir, dire, oh, le oui remporte ici. Hein? Vous voyez qu'il y a plus de papillons adhésifs du côté oui que du côté non. Ce qui est intéressant par la suite, ça serait de voir les arguments pourquoi on a dit oui. Alors, peut-être qu'il y a juste 2 arguments ici, puis il y a peut-être 4 arguments dans le non. Alors, des fois, vous allez voir que par la suite, bien, oui, il y a plus de gens qui sont en faveur ou dans une prise de position, mais en même temps, ça peut être intéressant de voir que les arguments, c'est toujours le même argument, tandis que le non a beaucoup plus d'arguments pour sa position. Là, je vois Isabelle en train d'écrire, puis vous pouvez toujours partager aussi. Je vous en présente d'autres. J'attends juste qu'Isabelle finisse d'écrire pour voir ce qu'elle va m'écrire. Alors, je vous présente d'autres stratégies. Alors, est-ce que ce post-it, c'est le non ou l'argument? Bien, Isabelle, c'est comme tu veux. Là, moi, j'ai mis le oui et le non, mais on pourrait mettre l'argument, on pourrait fonctionner comme que tu veux. D'abord, il y a 2 prises de position. Et là, c'est le tir à la corde. Alors, on peut décider que... Puis c'est ça qui est intéressant, c'est de voir le nombre de post-it. Puis des fois, on voit avec notre ami, mais c'est le même argument. Alors, est-ce que le même argument vaut autant que 3-4 arguments de l'autre côté? Alors là, on peut discuter par la suite, puis vraiment voir le tir à la corde. Qui devrait gagner? Tu sais, le nombre ou le nombre de post-it ou le nombre d'arguments intéressants? T'sais. Guy, vas-y, tu as une question? Une activité comme celle-là serait mieux adaptée pour quel cycle moyen?
C'est moyen jusqu'au secondaire, mais je pense que quand même, des fois, j'ai des gens du jardin qui disent « Ah, Annie, j'ai une idée, je pourrais utiliser ça pour… » Puis, il y a des enseignants qui trouvent des idées quand même. OK. OK? Mais évidemment, c'est moyen facile. Là, dès qu'on peut parler de pensée critique, on l'enseigne dès la première année, donc on peut quand même réfléchir à comment utiliser le tir à la corde. Et ça fait comme un jeu en même temps. Ouais. Ensuite, il y a 3 autres stratégies que je vous ai mis que je ne pense pas que vous connaissiez, puis dites-moi si jamais vous en connaissez une plus que l'autre. J'ai essayé de vous chercher des ressources différentes. Alors, il y a la discussion en U, il y a le débat en triangle et il y a le registre du reporter. Alors, la discussion en U, celle-ci est un petit peu pour quand même les élèves cycle moyen en montant, je vais vous avouer. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on présente encore une prise de position. Les élèves doivent se placer tout à fait en accord ou tout à fait contre, puis dans le milieu, ni pour ni contre. Et là, on présente les arguments. On présente les arguments. Annie, pourquoi tu es pour? Isabelle, pourquoi tu es contre? Puis là, les élèves ont la chance de rebouger, de se rechanger de place et d'expliquer pourquoi ils ont changé de place. Parce que des fois, quand on entend quelqu'un avec sa prise de position et ses arguments, bien, on peut être influencé et on peut changer. Et c'est ça la beauté de la discussion en U. Et si vous cliquez, évidemment, la discussion en U, il y a de la documentation qui vous permet de mieux la comprendre. J'y vais un petit peu rapidement parce que je veux vous en présenter quand même plusieurs puis répondre à vos questions. Mais le débat en triangle, c'est parce que vous connaissez sûrement le débat. Le débat, c'est quelque chose qu'on fait, on l'a à l'enseigner. Alors, Isabelle, je te lis, c'est une belle stratégie pour faire une collecte de données. On va chercher plusieurs attentes en même temps. J'adore. Parfait. Alors, le débat en triangle, celle-ci, c'est, il y a 3 équipes. Alors, il y a le pour, le contre et il y a celle qui observe et qui posera des questions, comme peut-être comme pas un jury, mais un petit peu. Donc, c'est différent. Ce n'est pas juste l'équipe pour, l'équipe contre. On a une 3e équipe. Alors, on va vraiment vers un triangle et les élèves devraient, au courant de l'année ou au courant, si vous voulez enseigner le débat, changer de position. Tu sais, des fois être dans le pour, des fois être dans le contre, des fois être dans celui qui observe, qui pose des questions. Alors, évidemment, il y a une vidéo ici qui a été créée par le ministère. Cette stratégie-là est tirée de la littératie dans toutes les matières. Elle est tirée dans celui du secondaire de 7 à la 10e année, mais elle est retrouvée ailleurs aussi, au cycle moyen, etc. Alors, ce débat-là peut être utilisé, peu importe, mais elle est définie parce que c'est le nouveau document. Alors, je suis allée le mettre pour que vous ayez cette… il y a aussi le registre du reporter. Vous allez pouvoir aller voir cette stratégie-là qui est tirée d'un site que je ne pouvais pas vous présenter. Et évidemment, ça, c'est une ressource, la pratique pédagogique à fort impact en mathématiques. C'est un nouveau document, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a été publié pour les mathématiques en 2020. Et il y a plusieurs stratégies qui répondent à la résolution de problèmes. C'est pour mathématiques, mais c'est pour tous. Comme je veux dire, oui, on enlève le mot mathématiques et ça devient des stratégies de résolution de problèmes. Okay? On peut toujours résoudre des problèmes avec l'histoire, avec la géographie, avec des sciences. Okay? Donc, il y a toujours quelque chose à résoudre. Ce n'est pas juste les mathématiques. Évidemment, les maths nous aident, mais… Alors là, je change de compétences. Je vais aller avec les compétences innovation, créativité et entrepreneuriat. Alors, la première, celle-ci peut être utilisée dès que tu es capable d'écrire. Alors, c'est une bataille de boules de neige. Et ça, là, j'ai déjà présenté ça à une réunion de direction. Louis, c'était mon collègue et on a eu beaucoup de plaisir. Alors, évidemment, même avec des adultes. Alors, vous pouvez imaginer les élèves. Alors, chaque élève va écrire une idée, puis là, vous pouvez faire ce que vous voulez sur la boule, OK? Vous pouvez soit faire un remue-ménage, vous pourriez écrire une histoire, quelqu'un commence avec je ne sais pas, mais le qui, le quoi, le quand, le comment, puis là, on la lance dans la foule, dans la classe, et là, on se ramasse un papier, puis on continue à écrire une prochaine question où on rajoute quelque chose.
Et ça fait en sorte qu'il y a une collaboration. Vous allez dire oui, il y a beaucoup de collaboration parce que le papier va se faire partager à plusieurs élèves. Mais c'est aussi de la créativité, à son plus haut niveau, parce que tu dois inventer quelque chose sur le papier, le lancer et le produire aux autres. OK? Alors, ça, puis les liens sont en haut, alors vous pouvez toujours aller cliquer pour le connaître davantage. Le forum ouvert, c'est une stratégie qu'on utilise beaucoup chez les adultes en andragogie, mais qu'on utiliserait quand même chez les plus vieux. Et possiblement, comme jusqu'à un certain point, le cycle moyen pourrait y faire part. Alors, le forum ouvert, je vous ai mis un forum ouvert en images, un blog. Je sais que les sources du blog, ce n'est pas toujours, mais c'est quand même intéressant d'aller le lire. Et le forum ouvert, comment on l'utilise? Alors, le forum, c'est intéressant. Celle-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est la pédagogie sensible et adaptée à la culture à son plus haut niveau. Parce que le forum ouvert, ce que ça veut dire, c'est que les élèves se posent des questions, sont intéressés par la matière de ce que vous avez enseigné. Et les élèves peuvent poser comme 3 questions. On met les questions et ensuite, les équipes sont formées et ils vont travailler vers la question. Donc, c'est des choix, c'est de la différenciation, on répond, mais c'est aussi, on a notre place. Ce n'est pas juste l'enseignant qui dit « voici ce que vous allez répondre ». C'est les élèves qui décident qu'est-ce qui m'intéresse davantage. Puis, en fait, on pourrait faire un forum aujourd'hui. Je pourrais vous dire, à la suite de ma formation, qu'est-ce qui vous manque encore? Qu'est-ce que vous voudriez discuter avec d'autres gens? Parce que là, vous avez des idées, etc. Et il pourrait avoir comme 3 à 4 questions. Puis par la suite, les gens se dirigent vers là. Fait qu'à son plus haut niveau, des choix, j'ai ma place, j'ai le droit de parler, j'ai une voix, parce que si j'ai une question, je peux la poser. Alors, vous voyez, le forum, ça l'amène quand même beaucoup d'ouverture. Et personne n'est blessé. Alors, le remue-ménage, pour moi, c'est une des stratégies vraiment importantes. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez le remue-ménage. Vous dites aux élèves souvent, faites un remue-ménage. Mais comment l'élève va faire son remue-ménage? C'est beau mettre des idées, ils n'en ont pas d'idées. Ils sont bloqués. La page blanche, ça fait 1 heure que vous dites aux élèves d'écrire quelque chose. Ils ont la page blanche. Alors, je vous ai laissé 29 techniques de brainstorming, 29 différentes façons. Enseigner aux élèves des façons de modeler le remue-ménage. Pas juste dire, faites un nuage de mots, là. Faites comment faire ça? D'où viennent mes idées? Alors, des fois, c'est bien de dire remue-ménage, mais enseigner le remue-ménage. Et le remue-ménage, c'est à son plus haut niveau de la créativité. C'est pour amener des idées aux élèves. OK? En fait, le prochain, puis là, mon image est mal placée, il va falloir que je la bouge, je ne sais pas pourquoi, ça s'appelle Scamper. C'est une technique, celle-ci. Et celle-ci, je vais dire que je la mettrais soit en innovation ou en entrepreneuriat jusqu'à un certain point. Alors, la stratégie Scamper, c'est quand on fait un projet, puis vous avez là, maintenant avec le nouveau programme de sciences, avec notre STIAM ou STEM, plus dans le programme cadre, c'est le STEM, donc les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. On va utiliser des fois la technique Scamper quand on va vouloir créer quelque chose, un projet authentique. Et là, ce qu'on fait, c'est que l'élève peut aller faire des recherches, trouver quelque chose qui existe déjà. Et là, vous le montrez. Voici ce que j'ai trouvé. Là, peu importe. Et là, il doit soit substituer quelque chose dans l'idée, l'innovation qui existe déjà. Il doit combiner quelque chose, mettre 2 innovations ensemble et créer un nouveau produit. Il doit adapter quelque chose. Il l'aime, mais il aimerait ça changer des choses après. Il doit modifier, magnifier. Il peut produire, donc à partir d'une idée, il peut produire le produit comme tel. Il peut éliminer quelque chose qu'il n'aime pas dans le produit ou il peut renverser et réorganiser complètement. Alors, ceci, c'est que souvent, on prend l'idée de quelqu'un pour s'améliorer. Alors, laissez pas les élèves, des fois, partir de rien. Utilisez la technique Scamper
Donnez à César ce qui appartient à César. Dites à l'élève, écoutez, si tu as pris l'idée de quelque part, tu dois me le dire. Tu dois me montrer les sources fiables, qu'est-ce que c'était, où est-ce que c'était, et ainsi pousser davantage et me dire, maintenant, je substitue quelque chose. Voici ce que je change. Et on améliore le produit. Et ça, je pense que ça peut être assez intéressant. Et là, on dit à l'élève, tu es dans ton innovation, tu crées quelque chose, tu es en création et ceci t'appartient. Okay? Alors, technique Scamper. Et puis, vous pouvez, il y a le lien, là, je ne sais pas si vous devez voir comme moi, là, je vais juste le tasser, vous allez pouvoir le voir mieux. OK, maintenant, je tombe dans une autre stratégie, l'apprentissage autonome. Ah, celle-ci, c'est celle qu'on saute souvent. On dit toujours que nos élèves sont pas capables d'apprendre tout seuls. Oui, avec le COVID, tout a été difficile. Ils sont au ralenti, on le ressent. Les élèves n'ont jamais été aussi faibles. Des fois, il y en a qui disent « Ah, c'est quelque chose », mais c'est l'apprentissage autonome. Il y en a qui ont été guidés par des parents à la maison aussi, puis il y en a d'autres qui ont manqué de structure. Alors, comment leur faire apprendre aussi et les développer? Alors, la première des choses, c'est de leur faire réaliser certaines choses. Prendre le temps de leur expliquer ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Alors, il y a la technique SVA, je ne sais pas si vous connaissez ça, elle est quand même dans l'auto-formation, ce que je sais, ce que je veux savoir, ce que j'ai appris. Et il y a la technique avant, je pensais, maintenant, je sais. Puis parce que je sais que j'ai des enseignants d'anglais avec moi, je les mets en anglais aussi. My thinking grows and changes. Donc, at first, I was thinking, I'm beginning to think. Puis à la fin, now I'm thinking. Alors, c'est un petit peu de voir des façons de faire. Avant, je pensais, maintenant, je sais. Puis les élèves peuvent aller mettre leur post-it pour savoir, puis voir. Ça, c'est aussi des preuves d'apprentissage, de voir le cheminement de ces élèves. OK? Puis, les élèves n'aiment pas que des fois se faire signer leur nom pour que tu saches c'est qui. Alors, des fois, le post-it fait en sorte que tu prends le pouls de ta classe. Puis ça peut être fait aussi, il y en a qui disent « moi, là, le papier, Annie, moins ça. » Bien, vous pouvez faire aussi, c'est facile de le faire dans un formulaire aussi, que l'élève peut écrire « Qu'est-ce que tu penses? » Puis maintenant, « Qu'est-ce que tu sais? » Alors, vous voyez l'élève. Alors, autre chose pour l'apprentissage autonome qui est super facile, il y a le carton rouge et le carton vert sur le pupitre. Alors, rouge sur un côté, vert sur l'autre côté. Quand ça va moins bien, je mets rouge. Puis ça peut être moins bien, vous pouvez poser la question, dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. C'est-tu vert ou c'est rouge? Puis les élèves pourraient juste mettre sur le pupitre comme je suis rouge aujourd'hui. Tu sais, je ne vais pas bien, je n'ai pas bien mangé ou il y a quelque chose où je suis vert. Il y en a qui ont des tasses de couleurs rouge, jaune et vert. Il y en a que ça pourrait être des lumières comme les lumières de signalisation, donc le feu de circulation, vous pourriez utiliser ça. Mais moi, j'ai déjà utilisé les cartons rouges et verts, puis ça permet de savoir aussi comme, puis même avec des adultes des fois, OK, il est vert, il est de bonne humeur, ça va bien, des fois comment il sent face à l'apprentissage, comment tu te sens, tu peux tout de suite voir. Si tu aimes moins les cartons, tu peux faire les pouces. Donc, le pouce, c'est ça va bien aujourd'hui, c'est moyen ou pas du tout. OK? Dans la boîte de clavardage, souvent, je vous demande le 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être 1, 2, 3. Donc, vous pouvez vous dire comment on se sent et on travaille, vous voyez, la différenciation au niveau des besoins essentiels. Donc, on diagnostique, mais on travaille les besoins essentiels, émotionnels, je veux dire, donc, de l'élève. Un autre, donc Isabelle m'écrit, c'est une idée aussi après une évaluation, ajouter le carton jaune pour cibler les pas certains. Évidemment, donc le jaune est intéressant pour plusieurs. C'est juste que l'on ne peut pas faire carton vert et rouge d'un côté ou de l'autre. Il faut juste justifier 3 cartons différents, etc. Puis, tu savais, ça peut être autre chose. Ça peut être des bâtons popsicle que les élèves vont peinturer jaune, puis bout rouge. Puis, tu sais, pensez à comment vous voulez organiser votre classe, comme qu'est-ce que vous avez sur leur pupitre, qu'est-ce qu'ils n'ont pas, tu sais. Puis, l'année passée,
pendant 2 ans, on a eu le COVID, on n'avait presque rien. On peut revenir maintenant avec des outils, là. Alors, pensez des fois, comment on peut revenir. Celle-ci, c'est à la demande d'enseignants qui faisaient trop de corrections, qui disaient, Annie, je travaille plus fort que mes élèves. Puis, il y a plusieurs livres qui existent qui disent, tu sais, des fois, on ne devrait pas travailler plus fort que nos élèves. C'est l'élève qui doit apprendre. Tu sais, c'est pas nous. Alors, quand on prend trop de temps à corriger, on perd du temps, parce que est-ce que les élèves l'utilisent à bon escient? Est-ce que c'est mieux de faire une entrevue au lieu avec l'élève puis lui dire? Alors, cet apprentissage autonome-là, elle est différente. Puis, ça pourrait être fait au cycle moyen, là. Ce n'est pas juste le secondaire. Je veux dire, c'est quand on fait de la correction, on utilise un code de couleur. Et puis, moi, je vous montre un code qui existe. Ça pourrait être la couleur, ce que vous voulez, selon vos crayons habituels que vous aimez, peu importe. Alors, il y a 3 points. Il y a le vert, et là, j'ai mis rouge et bleu. Tu sais, ça pourrait être jaune, mais jaune, on ne voit jamais très bien. Alors, et là, ce que vous faites, c'est que quand vous corrigez, si tu mets un point vert de temps en temps sur les critères que tu as demandé à l'élève, quand tu corriges, si l'élève a le critère, tu mets vert. Alors, point vert, ça veut dire l'élève suit les critères, ça va bien. Fait que l'élève peut juste regarder et dire « Ah, j'ai bien suivi mes critères ». Le point rouge, c'est que le critère, il n'est pas atteint ou il est complètement hors sujet. Fait que là, tu mets un rouge. L'élève devrait savoir. Et le point bleu, c'est que tu dois venir voir ton enseignant. C'est parce que c'est complexe, puis tu dois y expliquer quelque chose. Il est mélangé en quelque chose ou il n'a encore pas appris. Alors, malgré qu'il est hors sujet, des fois, tu peux mettre un point rouge, un point bleu, ça veut dire. Et là, les points bleus, c'est les élèves qui devraient venir te voir pour te demander Madame, qu'est-ce que tu as à m'expliquer ou Monsieur, qu'est-ce que tu as à m'expliquer? Et on les responsabilise de cette façon-là. Donc, pour faire ça, tes critères doivent être clairs. Tu dois avoir une liste de vérification des critères parce que l'élève doit comprendre ses critères dans la correction et toi aussi. Tu sais, tu ne corriges pas tout, là. Des fois, il y a des enseignants qui vont corriger autre chose qu'est-ce qu'ils ont demandé dans les critères. C'est sûr que tu vois d'autres choses. Si tu as travaillé l'introduction puis tu vois que c'est toute la conclusion qui est mal ou quelque chose, corrige ton introduction, c'est ça que tu as corrigé. Le reste, c'est pas important, c'était pas le but du travail. Alors, des fois, dans la formative, c'est pas le temps d'aller tout en détail corriger, tu peux y aller avec un système. Puis là, je te montre un système. Peut-être tu peux t'approprier un autre système, un système qui te parlerait à toi, dire écoute, je pense que j'ai une façon de faire quelque chose qui me libérerait du temps. Et les élèves se responsabilisent. Quand tu remets la copie, ils ont des rouges, ils ont des verts, ils ont des bleus. Peu importe la couleur que vous voulez faire, vous pourriez rajouter une 4e couleur aussi. T'sais. Alors, c'est une idée d'apprentissage autonome. OK, j'y vais avec la collaboration. Il est 10 heures, alors on a encore beaucoup de temps. Alors, la collaboration, j'espère que ça va bien. Peut-être que vous pourriez me faire un petit signe de 1, 2, 3, 4, 5. Là, 1, ça va bien, j'apprends, j'ai des idées, j'ai hâte de jaser. À 5, puis tantôt, le but, ça va être peut-être de jaser de stratégie. Parce que là, j'essaie d'aller chercher, je suis allée puiser des stratégies que je ne pense pas que vous connaissiez autant. T'sais. D'accord. Alors, c'est bon, Isabelle. Je continue avec ça, des pratiques, des petits trucs concrets. Alors, la collaboration, celle-ci, c'est évidemment, c'est de travailler ensemble. Okay? Collaborer, c'est de travailler ensemble. Alors, c'est prendre la parole, ça s'appelle, puis je l'ai traduit, ça s'appelle 30 second speech. Moi, j'ai décidé de l'appeler la parole pour 30 secondes. Et les élèves doivent se préparer à parler d'un sujet pendant 30 secondes sur un nouveau sujet que vous leur donnez. Vous voyez, ça, c'est aussi, vous allez dire, bien, c'est créativité. Oui, c'est créativité, c'est sûr, parce que j'essaie de mousser quelque chose. Donc, c'est pour ça que peut-être avant, j'aurais fait un remue-ménage, puis là, je peux aller avec une stratégie de collaboration. Mais les élèves se préparent à parler pendant 30 secondes sur un sujet, puis ensuite sont regroupés pour partager leurs connaissances. Alors, c'est des 30 secondes à la fois. Vous avez tous des minuteurs que vous pouvez mettre sur votre tableau ou un téléphone qui peut sonner après 30 secondes. Alors, ça, c'est une courte stratégie qui permet aussi de mousser des idées. Donc, si vous voulez apprendre davantage, vous écrivez 30 second speech en anglais. Il y a plein d'autres stratégies qui vont vous l'expliquer. La marche autour de la galerie. Celle-là, elle est traduite aussi. Il y a une partie aussi qu'on peut
l'utiliser pour l'apprentissage à distance. Vous savez, on ne se souhaite pas cette année d'apprendre à distance, mais si advenant, il y avait une façon de le faire. Alors, la marche autour de la galerie, ça s'appelle Gallery Walk en anglais. Alors, les élèves explorent et là, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je vais vous la raconter, la stratégie, puis ensuite, vous allez pouvoir dire, OK, moi, je l'utiliserai comme ça. Alors, c'est que les élèves explorent plusieurs textes ou images ou travail ou présentation ou peu importe, et qui sont placés dans la salle de classe. Alors, vous voyez, il y a question 1, question 2, question 3, question 4. Alors, puis si vous avez 5 ou 6, bien, vous avez des stations. Et là, vous utilisez cette stratégie lorsque vous souhaitez que les élèves partagent leur travail avec des pairs, ils examinent leurs documents, puis ils répondent à une série de questions. Et évidemment, là, vous faites tourner les stations de 1 à 1 à 1 à 1. Tu sais. Alors, c'est toujours intéressant que, est-ce que vous voulez laisser un ordinateur ouvert, puis les élèves tapent un petit peu des commentaires? Est-ce que vous voulez laisser des post-it, les élèves laissent des commentaires? Est-ce que il y aurait un partage par la suite. Ils ont toutes des notes à prendre sur des documents, puis ensuite, ils vont aller partager à la classe. Alors, le Gallery Walk, c'est vraiment de valoriser le travail des autres. Puis quand on n'utilise pas l'évaluation des pairs à son plus haut niveau. Alors, ça, c'en est une stratégie. Puis, ça permet encore de comprendre les critères, mais de redonner un petit peu la responsabilité aux pairs d'aider les élèves à s'améliorer. Tu sais. Donc, au lieu que ce soit l'enseignante qui fasse tout le travail, les élèves entre eux apprécient puis regardent quelque chose. Wow, ça, c'est vraiment bon. Donc, des fois, c'est intéressant de prendre ce temps-là et d'observer comme enseignant ce qui se passe dans la salle de classe. OK? Alors, la marche autour de la galerie. Puis, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, là. Mais ça a un beau petit nom. Ensuite, la chaise de l'auteur. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, celle-ci. Est-ce que vous pouvez me dire oui ou non dans le clavardage si vous connaissez la chaise de l'auteur? C'est une de mes stratégies que j'adore. Tiens, non. Nat, non. Josée, tu la connais? Karima aussi. Alors, la chaise de l'auteur, évidemment, le lien, il est en haut. C'est tiré du ministère. C'est une activité d'interaction verbale qui est souvent en lien avec l'écriture. Alors, les élèves, quand ils ont rédigé un travail, c'est souvent un récit ou un projet de recherche, mais tu sais, ça pourrait être la dissertation, leur plan de dissertation, leurs idées d'arguments. Ils allent s'asseoir, ils sont créés en équipe de 4, par exemple. Puis quand je dis, ben j'ai fini ma rédaction, je prends la chaise de l'auteur. Donc, je m'assois dans une chaise spécifique dans la classe avec mon équipe et je leur explique mon travail, où est-ce que je suis rendue, et je reçois des commentaires de mes collègues, de mes pairs. Alors, celle-ci, vous voyez, il y a des tout petits qui le font aussi. Et c'est tiré vraiment je crois que c'est tiré dans le cycle moyen, c'est une stratégie, mais ça s'utilise jusqu'au secondaire. Alors, ça valorise l'auteur, ça améliore son estime. Il reçoit des commentaires de ses pairs, dire oh, ton élément déclencheur, comme on savait ce qui arriverait, ou la fin n'est pas très. Il te manquerait une coupe de péripéties. Tu sais. Donc, les élèves sont capables de se dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis, et le texte, il n'est pas rendu à l'étape de la publication. C'est la raison encore d'aller chercher de l'évaluation des pairs. Et ça sauve des fois, dites, oh, les élèves ne sont pas très motivés, mais apprenez à les laisser s'organiser ensemble puis travailler ensemble. C'est tout le temps le même qui travaille. Oui, bien, remarquez ça, puis essayez de voir l'élève qui ne travaille pas, qui n'a pas d'idée, travaillez le remue-ménage, travaillez la créativité de cet élève-là. Là. Il n'y a pas un élève qui est rendu dans votre classe puis est incapable. S'il serait incapable, on essaierait de trouver une classe distincte ou quelque chose. Donc, s'il est capable, c'est qu'il est bloqué, il y a un blocage, il y a quelque chose, il y a des idées en quelque part. Allez le chercher, croyez en lui pour que ça sorte. Okay? Alors, collaboration. Bon, on tombe en communication.
Puis encore là, communication, il y a beaucoup de travail d'équipe aussi, mais de collaboration, mais je suis allée plus en communication. Donc, ça veut dire que je cherche vraiment du oral, les élèves vont parler. 2 stratégies, j'en présente une dans l'auto-formation, c'est les cercles concentriques. Il y a une vidéo et tout ça dedans, donc celle-ci, vous allez pouvoir aller la voir. Ça ressemble un petit peu à la stratégie de l'aquarium. Alors, la stratégie de l'aquarium, je suis allée aussi vous trouver une vidéo. J'aime ça des fois expliquer, puis après ça, vous pouvez aussi regarder une vidéo et dire, OK, je ne m'en rappelle plus trop c'est quoi. La vidéo vous le dit parfaitement comment la faire. Puis les élèves aussi. La vidéo vous sert à montrer aux élèves, on va faire une stratégie aujourd'hui, voici, je vous montre une petite vidéo, puis ensuite, voici comment on va fonctionner. Alors, les élèves aussi, ça peut être intéressant de montrer cette vidéo-là. Alors, l'aquarium, ce que c'est que j'ai des gens au milieu, puis j'ai des observateurs alentour, comme des poissons dans l'eau. Okay? Alors, comme des poissons qui sont dans un aquarium, on est des observateurs, puis il y en a d'autres qui sont dans l'aquarium. Alors, les poissons sont en action. Et c'est un petit peu de voir comment communiquer des besoins à ce point-là. Le speed dating est un peu différent. Encore là, il y a une vidéo, elle est juste en anglais, mais pour les élèves, vous pouvez enlever le son parce que la vidéo fonctionne bien. Fait que des fois, si vous ne voulez pas présenter l'anglais, moi, c'est quand même important. On est dans des écoles francophones. Vous pouvez quand même enlever le son et dire, regardez, voici l'image, comment ça fonctionne. Je n'ai pas trouvé encore en français. Et j'ai de la misère à lui trouver un nom aussi. Mais le speed dating, c'est que tu crées une rangée A, une rangée B. Puis moi, je l'ai toujours fait debout, mais j'ai une enseignante qui l'a fait cette année assis au pupitre. J'étais comme, moi, c'est intéressant, tu sais. Donc, c'est des pupitres face un en avant de l'autre ou moi, je la fais debout. Mais des fois, les classes ne permettent pas d'être toute une classe debout face un en face de l'autre. Donc, vous pouvez utiliser le pupitre. J'ai trouvé ça assez intéressant aussi. Alors, vous placez les pupitres dans une rangée A et une rangée B. Et les élèves ont un sujet à discuter. Et moi, l'enseignante faisait de la révision de classe. Elle avait préparé des questions et chacun des pupitres, quand tu bougeais, tu avais une question différente. C'est une façon de faire. L'enseignant pourrait poser la question sur un tableau ou présenter. Alors, comment ça fonctionne? C'est que vous laissez à peu près 30 secondes à l'élève A de discuter, puis l'élève B peut répondre aussi par la suite. Et on change de place. Donc, A va parler d'une question avec B, mais ensuite, A va changer de place vers la gauche, puis B peut changer vers la droite. On n'a jamais le même partenaire. Ça, ce que ça fait, c'est ça crée des regroupements différents. Ça crée une classe. Tu sais, quand on parle, pas juste d'inclusion, mais on parle du fait de je veux toujours aller travailler avec mon ami. C'est toujours plus rassurant. Mais quand on vit des activités comme ça, on apprend à travailler avec d'autres gens. On apprend à être ouvert d'esprit aussi. Puis par la suite, ça crée un climat de classe différent. Fait qu'utiliser des stratégies comme le speed dating, c'est intéressant d'aller discuter avec d'autres élèves. Le cercle concentrique, c'est la même chose. C'est debout en rond, 2 cercles qui ressemblent beaucoup au speed dating. Alors, selon votre classe, votre disposition, vous pouvez utiliser celle qui vous intéresse. Bon, là, je viens de peser le... Bon. Alors, une autre stratégie qui est intéressante, ce sont les cercles de discussion. Alors, vous pouvez avoir le lien sur les cercles de discussion. Le cercle de discussion, il est étiré quand même du contexte autochtone. Puis pour moi, c'était important d'essayer de trouver une stratégie qui répondait aux Premières Nations métisses et inuites. Alors, le contexte autochtone, les cercles, pour ceux qui ont participé à des formations avec des aînés, les cercles font partie des grands principes. Et ils représentent la communion, l'égalité et la continuité. Alors, ça, c'est intéressant de dire aux élèves quand on fait un cercle. Ça veut dire quoi? Le cercle, il est sans début ni fin. Et ce modèle représente le cercle de la vie et du renouvellement. Alors, les cercles sont inclusifs et non hiérarchiques, et sans compter qu'ils sont présents partout dans la nature.
Et je pense que ça, c'est intéressant à leur dire quand on fait un cercle de discussion. Et là, je vous ai donné la ressource des affaires indiennes et du Nord-Canada. C'était vraiment demander aux élèves de s'asseoir en cercle, discuter de la signification du cercle. Donc, au départ, expliquer aux élèves, puis ensuite, vous pouvez aller faire la stratégie cercle de discussion. Puis, je suis sûre que vous avez déjà animé des cercles, mais d'être conscient que les questions qu'on peut partager viennent souvent, vous pourriez faire un lien avec le contexte autochtone. OK. Une autre stratégie que j'aime beaucoup, c'est la discussion tournante. Alors, on crée des groupes de 4 à 6 élèves et on détermine le temps que vous voulez. Et puis, après ce délai-là, il y a un membre d'une équipe. Puis là, vous devez être organisé, puis les élèves doivent comprendre, mais il y a un membre de l'équipe qui va joindre à un autre groupe. Fait que c'est soit celui qui est assis à sa chaise bleue, c'est soit celui qui a mis le papier blanc en arrière sur sa chaise. Donc, ça prend de l'organisation. Mais il y a un membre de ce groupe-là qui s'en va, puis il fait une rotation. Puis là, donc, ça crée aussi le fait de rencontrer d'autres élèves. Alors, ça, c'est la discussion tournante et il n'y a plus de détails sur le lien en haut. Je pense que je vais te parler de la table ronde. Ah, la table ronde, elle est ici aussi. La table ronde, elle est aussi une stratégie intéressante. Je peux la cliquer parce qu'elle vient du ministère. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'atelier. L'atelier, ça fait un petit bout. Vous voyez, il y a les remue-ménages, les cercles de discussion. Le graffiti, je l'explique dans l'auto-formation. Le casse-tête d'expertise, je l'explique aussi. La mosaïque, la table ronde. Donc, la table ronde, c'est une autre stratégie de communication. Moi, je l'utilise beaucoup au collège aussi, donc les élèves, mes étudiants adorent. La table ronde, c'est probablement la stratégie qui aide beaucoup au niveau de l'inclusion. Ça veut dire que vous pouvez poser une question d'actualité ou quelque chose qui se passe et vous créez une table et à la table ronde, chaque personne doit parler sans interrompre les élèves. Donc, je parle en premier lieu, le partenaire 2 parle, partenaire 3, le 4 et le 5. Personne ne peut argumenter, questionner. Puis quand tout le monde a dit son point de vue, on peut parler. Je peux te dire, tu sais, je suis d'accord, je suis moins d'accord, ce que tu es allé dire. Alors, ça crée beaucoup de concentration parce qu'on veut écouter chaque personne, parce que par la suite, j'ai le droit de parole et j'ai le droit de poser des questions. Et souvent, moi, je vois dans la pédagogie, dans les adultes, puis je suis sûre que les élèves, c'est un peu la même chose, il y a de l'ouverture. On apprend des choses parce que souvent, si on donne juste notre opinion, c'est juste l'élève fort, le leader de classe qui parle. Mais chaque élève a une voix. Et chaque élève pense des choses différentes et chaque élève a des défis ou des expériences de vie différentes. Et je crois que c'est intéressant et on apprend des choses. Puis des élèves peuvent développer de l'empathie pour apprendre certaines choses. Alors, la table ronde, c'est intéressant aussi à utiliser. Si je reviens à ma présentation, d'autres stratégies que je vous ai laissées. Une, ça s'appelle ma méprise préférée. C'est ma stratégie préférée à moi. Alors, ça s'appelle en anglais My Favorite No. Il y a une petite vidéo. Ça serait sur la résolution de problèmes, la collaboration, l'apprentissage autonome. Je vous ai donné le Teacher's Cue. C'est une vidéo. C'est pour utiliser l'apprentissage autonome. Je vous ai laissé des stratégies de discussion comme ça. Vous ne pouvez pas en manquer. Je ne sais pas si vous connaissez Jennifer Gonzalez. Elle a le site Cult of Pedagogy. Vous devriez vous abonner si jamais vous ne l'avez pas. Là. À chaque quelques semaines, elle met des stratégies que je n'ai jamais entendues et des idées différentes. Et c'est souvent lié à la discussion, alors la communication. Et évidemment, je vous ai présenté aussi la table ronde. Alors, Isabelle dit, pour ceux qui ont la bougeotte trop bon, j'apprécie la conversation, ça se procure, je ne connais pas la chaise de l'auteur. Parfait, Isabelle. La diapo, pour moi, elle me demande l'accès, je ne peux pas l'ouvrir. La dernière diapo. OK, je vais aller regarder, je ne sais pas pourquoi, là. Je ne sais pas si c'est tout le monde comme ça. Dans notre société polarisée, on a besoin d'être à l'écoute de l'autre et d'être en mesure de changer son point de vue. J'aime beaucoup toutes les stratégies que tu nous proposes. Parfait, c'est excellent.
Puis vous voyez, maintenant, les stratégies que je vous ai proposées quand même, ils sont en lien avec les compétences. Faut que vous soyez intentionnel. Puis c'est ça, j'ai toute une formation là-dessus. Mais il faut toujours être un petit peu intentionnel quand je choisis une stratégie. C'est quelles compétences je développe. Parce que des fois, on va toujours vers débat, pensée critique, ou on va vers communication, une discussion, un cercle, tout ça. Mais on oublie comme créativité. Y avez-vous pensé? Après ça, on dit, ben, nos élèves ne sont pas créatifs. Avez-vous trouvé des stratégies de créativité? Donc, avant de dire que nos élèves n'ont pas quelque chose, ou bien si vous dites qu'ils ne sont pas créatifs, c'est à nous de se questionner, hey, avez-vous d'autres stratégies de créativité? Puis c'est celle qui est la plus difficile, comme amener des idées aux élèves. Donc, il faut modeler, il faut leur montrer. Un remue-ménage, ils entendent ça depuis qu'ils sont tout jeunes et ils n'ont aucune idée comment en faire un, à part du nuage de mots qui, selon moi, ne fonctionne pas nécessairement super bien si je n'ai pas plus d'idées. Je ne suis pas plus capable. Je mets mon thème au milieu, puis faire un nuage de mots, ben, je mets 2-3 mots, puis je ne suis pas plus capable d'écrire puis d'être créatif. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres stratégies intéressantes à partager? Je vois qu'il est 10h15, c'est un peu de bonheur, mais j'ai quelques petites choses à finir. Oui, Isabelle, je vais partager à la fin. Avant que vous quittiez, là, je vais partager la présentation. En fait, tiens, je l'ai. Je l'avais encore dans le lien, alors il est là. Alors, une autre stratégie que je peux vous présenter, c'est le billet de sortie. Alors, le billet de sortie, c'est toujours important de faire. OK? Je sais que des fois, on est le temps nous manque. Puis la cloche sonne. C'est la récréation, c'est la fin du cours. Mais il faut toujours planifier, quand même arrêter un 5-10 minutes en avance. Se donner le temps de voir nos apprentissages, c'est important. Puis l'autre chose, c'est que ça nous donne, à nous, l'enseignant, des preuves de l'apprentissage de nos élèves. Alors, il y a plusieurs façons de faire des billets de sortie. Puis ça, je pense qu'on peut en discuter. Puis ça, je le sais que vous avez quand même des acquis. Un que j'aime beaucoup, c'est de résumer en 3 mots comment je me sens. Comme résumer en ce moment comment vous vous sentez, ça serait intéressant de le faire. Ou des fois, ce que tu as appris. 3 mots de ce que tu as appris. Ou 3 mots de comment tu te sens. Isabelle, je te reviens avec Mathilde Jardin. Une autre, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette formation? Ou qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ta journée aujourd'hui? Okay? Donc, à la fin, c'est toujours intéressant de voir aux élèves, de voir ce que les élèves ont aimé pour dire, ben, je suis sur la bonne piste. Okay? Je me questionne. Donc, pas toujours demander un billet de sortie cognitif. Comme en mathématiques, souvent, le billet de sortie, ça prend un billet de sortie mathématique. Ce n'est pas toujours nécessaire. Oui, dans ta semaine, tu peux faire des billets de sortie cognitifs parce que c'est ton activité. Tu veux quand même diagnostiquer les apprentissages, où sont tes élèves. Oui. Puis, il pourrait y avoir 2 questions cognitives, puis ensuite, une question qui serait plus au niveau des émotions. Donc, rien ne t'empêche de faire un billet de sortie cognitif émotionnel. Okay? Et ça te donne des pistes. OK, l'élève connaît, mais il se sent quand même anxieux. T'sais? Ou l'élève a de la difficulté, c'est pour ça aussi que je vois de l'anxiété. Donc, vous seriez capable de voir comment vos élèves apprennent et se sentent. Et ça, c'est important. Puis, on oublie le comment se sent. Okay? Donc, vous voyez, overwhelm, beaucoup d'infos. Oui, c'est vrai, Isabelle. Et voilà pourquoi tu as la présentation, tu as mon courriel aussi. Donc, une autre stratégie que je n'ai pas dit, mais c'est le bâton de parole qui est dans le cercle de discussion. C'est intéressant parce que, Isabelle, je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé parce que c'est une stratégie que Jardin peut très bien faire.
Veux-tu m'en parler? Oui, est-ce que vous m'entendez? On t'entend super bien. Oui, ben je trouve que c'est une super belle stratégie, surtout pour les plus jeunes, puis nos amis qui ont de l'hyperactivité. Tu sais, on peut passer tout de suite le bâton sans avoir l'interruption. Là, on connaît nos élèves assez pour donner le bâton aux amis qui ont le goût de partager tout de suite ou qui vont sauter de l'avant. Puis c'est un autre comme façon d'amener le contexte autochtone parce qu'on peut aller fabriquer notre propre bâton avec des éléments de la nature. Puis c'est les élèves qui fabriquent en collaboration. Donc, c'est vraiment comme pendant le cercle qu'on va passer ce bâton-là. Puis l'élève peut prendre la parole. C'est un peu comme tu disais, la chaise de l'auteur, mais de façon moins je me lève, je prends la parole ou c'est vraiment dans le cercle. Nous autres, on mettait un genre de petite musique, méditation, on baissait les lumières, fait que ça faisait vraiment un contexte d'échange relax, là, si on veut, avec le bâton de parole. Puis les élèves comprenaient vraiment le fait de c'est son tour, c'est vraiment à son tour, donc on garde le silence, on attend d'avoir le bâton pour poser notre question ou pour faire un commentaire. C'est une super bonne idée. Puis j'aime l'idée de la fabriquer soi-même, comme que c'est beau, la nature, eux autres, leur fierté. Et évidemment, ça s'utilise dans le contexte autochtone, dans le cercle de discussion, comme on peut l'utiliser. Puis on peut dire aux élèves pourquoi on est en cercle et pourquoi on utilise le bâton de la parole. Puis ça, c'est encore mieux. Ça veut dire qu'on se lève, on va donner le bâton de parole à un élève. Dans Vicenne, pour avoir travaillé les activités, on utilise cette stratégie-là avec le bâton de parole. Il existe des bâtons de parole déjà faits, mais j'aime encore mieux l'idée de le créer nous-mêmes, tu sais, que c'est une belle idée. Merci, Isabelle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des stratégies à présenter ou vous voulez aller en détail? J'en ai. Je peux. D'autres stratégies qui fonctionnent dans vos classes? Donc, ici, si je reviens à ceux qui sont retrouvés dans l'auto-formation. Et là, dans les stratégies, comme aujourd'hui que je vous ai présentées, ça devient complexe de dire, là, il faut que je sois intentionnelle, il faut que je réfléchisse à tout ça. Oui. Il y a aussi des stratégies qui sont simples à mettre en œuvre et des complexes. Puis quand on écoute la formation, Caroline Tomlinson nous disait tout le temps, les complexes, là, c'est une par mois, là, comme à peu près, ou 2 ou 3 dans un semestre de bulletin. On ne peut pas faire des complexes chaque semaine, comme on n'y arrivera pas avec la planification du programme, l'évaluation, les preuves d'apprentissage. Alors, mais des simples, c'est facile. C'est comme je vois mes élèves qui sont un petit peu désengagés. OK, on fait une stratégie, j'ai une idée. Levez-vous debout. Donc, le simple, il peut se faire rapidement et ça vous en prendrait comme plusieurs. Dire, OK, j'en ai plusieurs. Puis quand ils les apprennent, comme le speed dating, ils apprennent rapidement, ils peuvent faire, mettre en place, se lever. Alors, quand on utilise quelques-unes dans sa salle de classe, pour avoir évalué une enseignante puis avoir mis le speed dating en place, à chaque fois qu'on revenait, elle disait, je vais te montrer, ils s'en viennent meilleurs, puis ils sont capables de tout s'organiser très rapidement. Puis, alors, on voit que les élèves, ce n'est pas la première fois qu'ils l'apprennent. Alors, ici, dans les simples, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Le cercle concentrique. Le cercle concentrique, j'en ai parlé tantôt. Ça ressemble au speed dating. On pose des questions à l'oral. Ça peut être de la révision. Ça peut être comment on se sent, qu'est-ce qu'on a fait en fin de semaine. Ça peut être juste pour les faire discuter. Donc, on fait un cercle au milieu, puis on fait un cercle alentour. Et on fait bouger les élèves du cercle intérieur ou extérieur d'un côté, puis on change d'élèves à chaque fois, de 2 ou de 1, ou peu importe, de place. Alors, on n'a jamais le même partenaire pour discuter de quelque chose.
Et ça encore, c'est un milieu inclusif. On apprend à connaître tout le monde, et ça fait en sorte que les discussions sont intéressantes. On apprend à se connaître, puis ça travaille son climat de classe. Donc, en début d'année, les speed dating, le cercle concentrique, c'est vraiment intéressant à faire. Le 4 coins, j'ai une collègue qui est là, ou en tout cas, sa mère, elle est là aussi. Alors, le 4 coins, c'est une stratégie que j'ai présentée quand même à l'automne dernier, qu'elle a utilisée beaucoup. Oui, elle l'utilise au secondaire, mais ça s'utilise un peu partout. Le 4 coins, les idées sont énormes. Et puis là, même Isabelle, je pense que le 4 coins se ferait quand même en maternelle jardin. Mais il y a plusieurs niveaux de tout ça. C'est qu'on utilise 4 coins de classe. C'est sûr que des fois, tu dis, ben, je n'ai pas un 4e coin ou peu importe, mais tu utilises 4 endroits dans ta classe et les élèves peuvent faire différentes choses. Donc, c'est soit des choix d'atelier, c'est soit des choix de réponse de questions, c'est soit des points de vue différents. Donc, tu utilises 4 coins. Au lieu que les élèves travaillent assis à la table, on les fait se lever pour qu'ils aient discuté avec d'autres élèves de quelque chose qui se passe dans le coin. Alors, on présente 4 éléments différents. Ça pourrait être un peu, ça ressemble, il faut faire attention que ce ne soit pas la marche autour de la galerie, ce n'est pas aller commenter quelque chose comme d'un travail d'un élève, mais vraiment, peut-être que ça revient à ça, la marche autour de la galerie, d'avoir 4 coins, 4 stations, mais la stratégie de 4 coins, c'est surtout pour, des fois en mathématiques, on fait une réponse, on met 4 réponses différentes, laquelle est la meilleure? Pourquoi? Puis là, il y a le l'avoir, puis il s'en est dans des coins, puis il essaie d'expliquer pourquoi, puis, tu sais, ils peuvent se justifier des choses. Encore là, ce n'est pas l'enseignant qui le fait, c'est entre eux qui discutent puis qui réalisent pourquoi. La mosaïque, c'est à peu près la même chose, mais c'est sur papier. La mosaïque, elle peut être utilisée aussi dans l'idée de soit d'une dictée, par exemple. Bon, les dictées, on le sait, qui sont de moins en moins populaires, mais dans une mosaïque, c'est intéressant quand même de travailler, mettons qu'on vient d'enseigner quelque chose de nouveau grammatical. La mosaïque, on pourrait dire, écrivez la réponse. Tout le monde écrit la réponse. Donc, la mosaïque, vous la voyez, elle est divisée en 3 s'il y a 3 élèves. Tu la divises en 4 et tu réserves un espace au milieu pour la vraie réponse. Alors, les élèves vont écrire chacun devant eux la réponse, puis à la fin, ils discutent. Bon, c'est quoi vraiment? Comment que toi, tu l'écris? Puis ça devrait prendre un S ici, ça devrait prendre ça, c'est groupe. Alors là, ensuite, on écrit la réponse au milieu et c'est juste la réponse au milieu qui est partagée. Et ça, c'est de l'apprentissage collectif. T'sais. On apprend ensemble. Ce n'est pas toujours l'enseignant. Ça prend du temps. Vous allez dire des fois des stratégies, dire ça prend du temps. Oui, mais c'est bénéfique. Alors, bon, Karima dit, j'utilise les cercles communautaires pour les révisions et les émotions. Les élèves utilisent un D pour le droit de parole. Oui, le D est excellent. Ça, c'est bon. Guy, je vais regarder ça tantôt. Pourquoi tu n'as pas accès? OK. Isabelle dit, le dessin partagé est aussi super intéressant. Donc, Isabelle, si tu veux prendre la parole, vas-y. Oui, ben, le dessin partagé, c'est un peu comme on se met en petits groupes, là, si on veut, de genre 2, 3 élèves, puis ils peuvent, un part le dessin de l'apprentissage, par exemple, qu'on vient de faire, puis un dessin de qu'est-ce qui est retenu de l'apprentissage. Un autre va rajouter, ah, OK, toi, tu as fait ça, par exemple, puis moi, j'ai retenu d'autres choses. Donc, c'est comme un travail collaboratif, là, mais sous forme de dessin. Là. Je trouve ça fonctionne bien, surtout pour les plus jeunes, mais ça peut vraiment aller en détail quand on y va, même avec des enfants plus vieux là, du cycle moyen. Là. OK, Isabelle, je te pose une question. Dans quelles compétences transférables tu placerais cette stratégie-là de dessin partagé? Si tu es intentionnel. Ça peut être, justement, si tu viens de faire une leçon, par exemple, je ne sais pas, moi, de la géométrie, par exemple. Quelle forme un élève a retenu? C'est quoi les caractéristiques de la forme? Fait qu'il va le dessiner concrètement. Ça peut être juste ça, là, mais ça peut s'appliquer sur toutes les attentes ou les contenus. Là, c'est intentionnel, là, mais ça peut vraiment. Oui, mais quelles compétences tu développes en utilisant ton dessin partagé? Cette stratégie-là est exceptionnelle. Tu développes quelque chose. Qu'est-ce que tu développes comme compétence? Bien, la collaboration.
Effectivement. C'est comme la coopération entre eux autres. Je pense que c'est vraiment ça, là, le partage d'idées. Beaucoup de collaboration. Il y a un petit peu de créativité quand même parce que c'est un dessin, je pense qu'il y a un petit peu de créativité, mais on voit que c'est beaucoup collaboratif. Une idée apporte l'autre, une idée à, tu sais, alors c'est intéressant. Puis chez les plus vieux, ça pourrait être au lieu d'être dessin, ça pourrait être aussi juste résumé là, ensemble. Là. Oui, aussi, il y a des logiciels, en tout cas, ça se fait plus en ligne, mais des logiciels genre continue la bande dessinée, là, d'après ça peut devenir comme un cheminement. Là, continue la bande dessinée, commence une histoire, puis ça résume un peu le contenu d'apprentissage de bande dessinée. La boule de neige, c'est un petit peu ça aussi qu'on peut utiliser, en utilisant la boule de neige. OK. Le pense-parle-partage, ça, je pense que vous connaissez ça. C'est une stratégie que je ne présente pas souvent parce qu'il y a beaucoup qui la connaissent. Alors, le pense-parle-partage, c'est je pense parce que on laisse environ 15 à 30 secondes. On pose une question, puis on laisse l'élève réfléchir parce que l'élève, il y en a qui ont des défis de traitement de l'information, donc aller chercher l'information. Donc, si je laisse le temps à des élèves de réfléchir, il y en a qui sont très vite, la vitesse de traitement, ils lèvent la main, ils ont tout de suite la réponse. Si on fait être juste envers tout le monde, penser et laisser réfléchir, laisser du temps, c'est important, pas parler. Alors ensuite, ils parlent à un élève, un père de leur réponse. Et souvent, on voit l'estime de soi des élèves augmenter parce que je parle, l'autre pense la même chose que moi, alors ça me donne de la confiance. Et ensuite, je peux partager, donc je peux lever ma main et partager la réponse. Et souvent, ça fait en sorte que des élèves plus timides vont pouvoir répondre et participer à la salle de classe. Il y a aussi une autre version qui dit aussi écrit. Alors, celui-là aussi, il est tiré dans l'écriture du guide de l'enseignement efficace des 7e à 10e années. Donc, il y a des versions différentes du pense-parle-partage. La technique de graffiti, elle est plus complexe à comprendre malgré qu'elle est placée dans les simples. La technique de graffiti, évidemment, elle est... on prend des grandes feuilles et on a besoin de 4 crayons de couleur. Et ça, peut-être que j'essaie de voir à la maternelle Jardin Isabelle si ça serait possible d'une certaine façon. Ce qu'on fait en sorte, c'est un petit peu ce que tu fais dans le dessin partagé, mais c'est des réponses, donc un résumé. Donc, sur chaque feuille, l'équipe A peut répondre la première question, l'équipe B, l'équipe C, l'équipe D a chacun une feuille de papier affichée sur les murs. Des fois, c'est des fenêtres aussi qu'on peut écrire. Et chaque équipe a un crayon différent. Et on peut voir l'évolution du crayon vert, de l'équipe vert, qui a le crayon vert, qui évolue dans les 4 feuilles. On peut voir ce qu'ils ont fait comme travail. On peut voir la même chose. Alors, ça pourrait être une partie de si on a des fenêtres ou on pourrait leur laisser qu'une équipe a un crayon, puis ils peuvent dessiner quelque chose, aller d'une feuille à l'autre, puis voir l'évolution de la classe. Qu'est-ce qu'ils voient par les couleurs. C'est sûr qu'ils sont en équipe, il faut qu'ils décident qu'est-ce qu'ils dessinent ou qu'est-ce qu'ils rajoutent, mais ça pourrait être intéressant aussi. Ça les fait bouger et ça fait des preuves d'apprentissage à l'enseignant de l'équipe, de voir qu'est-ce qui a été corrigé, qu'est-ce qui a été ajouté. Parce que plus tu vas vers la fin des feuilles, plus le dessin ou l'écriture, les idées sont écrites. Alors, on devrait voir de moins en moins d'écriture où on voit qu'une page, il n'y a pas de couleur vert. Ça veut dire que l'équipe ne l'a pas vraiment rajouté. Elle peut faire des crochets à côté, dire « je suis d'accord avec ça » pour bâtir la capacité puis dire « oui, nous aussi, on est d'accord », mais ça peut être une stratégie aussi intéressante. Alors, vous voyez que dans les complexes, il y a des activités par échelon. Ça, c'est au niveau des niveaux de préparation. Selon ce que tu as recueilli comme information, tu vas créer des activités différentes. Ça, c'est assez complexe et ça ne se fait pas facilement.
Un contrat d'apprentissage, ça ne se fait pas facilement. Ça prend des entrevues d'élèves, ça prend des dates, ça prend que. Ça, on fait ça des fois dans le cercle de lecture, par exemple. Les groupes d'experts, elle est placée dans le complexe. Elle pourrait être dans le simple. Le groupe d'experts, elle est complexe à mettre en œuvre au début parce que les élèves sont un peu mêlés dans la façon de faire. Mais on vient expert de quelque chose, puis on revient dans un groupe en parler. Alors, ça pourrait être simple aussi, mais apprendre du temps aux élèves de voir comment fonctionner et c'est quoi mon rôle. Le RAFT, c'est un projet authentique que tu aurais à donner aux élèves qui développe le rôle, l'auditoire, le format et le thème différents. Donc, ça, c'est assez complexe parce que ça crée beaucoup de travail. Et le tableau de choix, c'est un tableau avec plusieurs choix d'élèves. Alors, ça prend du travail de l'enseignant, ça prend beaucoup de planification. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait rapidement, mais on peut se lancer dans quelques stratégies complexes qu'on croit qui vont être bénéfiques aux élèves. Dire, c'est quoi, j'essaye cette stratégie-là. Mais si tu es en année de survie, tu as un nouveau programme, tu as une nouvelle année d'études, tu as un nouveau cours au secondaire, bien, tu tiens dans le simple. Et si tu tiens dans le simple, ça va être quand même aussi intéressant, puis tu vas faire bouger les élèves, puis être intentionnel au niveau des compétences que tu utilises. Donc, quand tu choisis une stratégie, c'est ça que je veux que tu retiennes. Je suis intentionnelle pour développer les 3 pratiques, pour être inclusif, pour assurer la concession universelle de tous, pour assurer la différenciation. J'essaie d'être intentionnelle dans mes choix et je m'assure de voir que les compétences transférables sont développées équitablement. Souvent, on va vers la même. On fait comme communication, collaboration et on oublie les autres. Vous voyez, citoyenneté mondiale et durable, je n'en ai pas présenté, littératie numérique non plus. Citoyenneté mondiale, souvent, ça va être les tâches authentiques. Donc, c'est une autre formation que j'ai donnée. Dans la tâche authentique, on va répondre à quelque chose au niveau du monde, au niveau de l'amélioration, de la durabilité, de l'environnement. Alors, souvent, c'est là qu'on va répondre ça par une tâche qui est très complexe. Et la littératie numérique, bien, c'est un pensez-y bien. Dans chacune des stratégies qu'on fait, est-ce qu'on est capable d'aller vers de la littératie numérique? Alors, je veux juste me retourner à où est-ce qu'on était, hein? Et peut-être vous faire participer à cette diapo-là. Alors, Isabelle, tantôt, je pense que c'est toi qui l'as fait, là, mais si vous me résumez en 3 mots comment vous vous sentez ou ce que vous avez appris, ou vous avez le choix parce que je vous donne 2 choix ici, ou bien qu'est-ce qui t'a le plus plu en ce moment dans cette formation ici? Est-ce que vous pouvez partager quelque chose dans le clavardage, s'il vous plaît? Donc, vous pouvez lire comme moi. Alors, il y en a qui font les 2 stratégies, il y en a qui écrivent un petit peu ce qui vous a plu, il y en a qui résument. Alors, vous savez que le résumé, ce n'est pas facile non plus d'aller choisir tes 3 mots parce qu'on est des enseignants et on veut toujours parler un petit peu plus.
Mais le résumé, je vous le dis des fois, si vous le faites avec vos élèves ou un dessin ou quelque chose, c'est synthétisé. Alors, c'est vraiment intéressant de résumer en 3 mots ce qu'ils ont appris ou comment ils se sentent, OK? Bien, je vois que c'est le côté pratique qui vous intéresse, mais n'oubliez pas les 3 pratiques parce que c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment de vous assurer que tout le monde ait une place. Puis quand on a une place, ça vous permet de vous trouver des bonnes stratégies par la suite. T'sais. La Scamper, c'est bien. Parfait. Karma, c'est bien. Nathalie, c'est bon pour tes cours d'anglais, c'est parfait, ça. Diane, ben c'est ça, c'est le but de participer à des formations puis partir avec des ressources et de la richesse. Et vous savez qu'au début de la présentation, vous avez aussi mon courriel. Alors, des fois, je reçois des courriels pour un exemple. Des fois, vous voulez m'envoyer une photo, dire Annie, ça a tellement bien fonctionné. C'est sûr que si vous avez une photo avec des élèves, c'est pas possible parce qu'il y a les droits acquis des élèves. Mais si vous avez une photo d'une image, de quelque chose que vous avez fait, puis vous voulez me l'envoyer, c'est tout le temps intéressant. Puis, je donne tellement de formations que des fois, je les reprends puis je peux vous nommer. Isabelle, je vais travailler fort sur le maternel jardin. C'est quand même quelque chose que je sais que les stratégies visent toujours un petit peu plus les plus vieux, mais c'est quelque chose qu'on peut réfléchir aussi en maternel jardin. C'est sûr que souvent, il y a l'enquête, mais tu as partagé des bonnes idées pour ceux qui sont chez les plus jeunes. C'est intéressant. Bon, tu commences l'année du bon pied avec des stratégies pour être inclusive, créer un climat engageant. Alors, c'est le but. Merci, Josée, de résumer ça à la fin comme ça. Maintenant, je veux vous dire que j'espère que vous comprenez un peu mieux les 3 approches qui sont préconisées. La pédagogie sensible et adaptée à la culture, je vous en promets d'autres cette année. Je suis certaine qu'avec Louis, je vais être capable de trouver quelque chose d'autre. J'ai des recherches en ce moment au niveau américain. C'est rien de traduit en ce moment. Alors, je suis moi aussi en apprentissage, mais il y a quand même beaucoup à apprendre sur la pédagogie sensible et adaptée à la culture, puis être ouvert. Puis je suis sûre que c'est un sujet que vous allez entendre parler dans les écoles, cette pédagogie-là. Au moins, vous allez la savoir. Et si les gens ne la connaissent pas, vous allez être capable de dire, vous savez qu'il y a une pédagogie qui existe pour être inclusif, pour que les jeunes aient leur place. Et est-ce que nous, on crée la place? Et vous savez, la pédagogie s'élargit en fonction de est-ce que les ressources sont appropriées pour nos élèves? Est-ce que, tu sais. Et finalement, la conception universelle de l'apprentissage, allez voir le nouveau site web qu'on est en train de créer sur évaluer, différencier, réussir. Il va sortir sous peu. Ça aussi, je risque de vous en parler dans des prochaines formations. La conception universelle de l'apprentissage, ça va être, c'est quelque chose que je pense que vous allez être à l'aise avec les documents que vous avez reçus aujourd'hui. Et finalement, j'espère que vous allez comprendre maintenant comment on applique davantage, puis réfléchissez quand vous avez des stratégies, à quoi elles servent, quelles compétences je suis en train de développer, et n'ayez pas peur de le dire aux élèves. Écoutez, vous savez, c'est la compétence de communication qu'on travaille ici. Puis là, tu sais, dites-leur, c'est de la pensée critique qu'on travaille ici quand on fait un débat, quand j'utilise cette stratégie-là, tu sais. C'est intéressant de le faire. Diane, le site va s'appeler « Évaluer, différencier, réussir ». Il va être publié sous peu. Il va être probablement dans le AV, mais il n'est pas là encore. On vient de le terminer dernièrement. Alors, peut-être dans 2 semaines, on va l'avoir pour la rentrée, mais il n'est pas sorti encore. Sinon, je vous l'aurais présenté. Mais soyez prêts. C'est une ancienne ressource qui s'appelait Évaluer, différencier, réussir. Ceux qui sont au secondaire et qui sont là depuis 2009, je ne sais pas combien sont là, c'était des initiatives de destination réussite, puis on avait fait un document. Et là, on a pris le document et on l'a
on l'a actualisé et on l'a mis en œuvre dans un site web. Et j'aime bien que tu résumes, Diane, à la fin, qu'on garde les 3 mots vraiment importants. L'égalité, c'est on traite les gens de la même manière. L'équité, c'est les mêmes chances de réussite. Et l'inclusion, c'est qu'ils ont tous une place. Okay? Et peut-être que des fois, je ne sais pas, je pense que tout haut, là, des fois, avec tes élèves, tu veux leur dire, on est en apprentissage et on ne peut pas tout connaître. Alors, on doit leur dire, écoutez, je veux que tout le monde ait une chance égale de réussite. Puis les images sont importantes. Ils peuvent les voir, les élèves. Il y a l'équité et l'inclusion. Et dans l'inclusion, c'est que tout le monde ait une place. Mais pour avoir une place, ça prend une voix. Donc, vous devez me partager des choses pour que j'apprenne. Puis des fois, on peut être blessant, on ne s'en rend pas compte. Il y a des choses qu'on peut faire comme enseignant qui blessent certaines cultures, certains élèves. On a parlé de quelque chose qu'on ne pensait pas du tout. Et ça crée un malaise chez un élève, puis ils ne nous le disent pas. Alors, il faut créer ce climat-là d'élèves avec nos élèves pour dire, vous savez quoi? Dans la pédagogie sensible et adaptée à la culture, on apprend. On peut faire des erreurs, mais on a besoin d'apprendre, de savoir comment vous vous sentez. Fait que ça, c'est important. Puis peut-être avec le bâton de parole puis les cercles de discussion, parler de certaines choses difficiles, empathiques, travailler, ça peut être intéressant aussi. Alors, Nat, tu te souviens du document Évaluer, différencier, réussir. On peut le trouver encore sur le site web. Alors, évidemment, il y a 2 choses à faire. Il reste le questionnaire, il reste 13 minutes, il reste le questionnaire de satisfaction à compléter qu'il est ici, que je peux vous mettre. Mais j'ai aussi à vous mettre, je veux vous mettre le lien pour les présences. Alors, vous avez 2 petites choses à faire d'ici la fin. Et je veux demeurer. Louis, tu n'es pas obligé de quitter. Ben oui, parce que je vais demeurer pour répondre à vos questions aussi plus précisément. Alors, Louis, je te donne la parole. Je vais chercher les liens du questionnaire de satisfaction. Si vous avez, vous pouvez le remplir directement. Alors, écoutez, merci Annie pour cette excellente formation aujourd'hui. Je trouve, et ce n'est pas la première formation que je suis avec Annie, puis je trouve, Annie, que tu es toujours à la page, tu es toujours dans les dernières recherches, tu as cette capacité incroyable de vulgariser les dernières trouvailles pédagogiques, puis ça, c'est pour ça qu'on t'engage tout le temps. Fait que je te remercie beaucoup. Écoutez tout le monde, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci de compléter le formulaire de rétro. Vous savez que c'est très important pour le Centre Franco. Ensuite, si vous avez aimé ça, parlez-en sur vos réseaux, parlez des instituts. Hein, on est toujours à la recherche d'avoir le plus de monde possible lors de nos formations. Je vous annonce que vous êtes au courant, que si vous voulez assister aux prochaines formations et conférences, il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours vous inscrire. Vous n'avez qu'à aller sur le site du Centre Franco. Et puis, je tiens à vous inviter personnellement pour la conférence de cet après-midi avec Philippe Longchamp. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe Longchamp, mais c'est un Canadien qui habite en Suède, qui a été nominé l'an dernier ou l'année d'avant, en tout cas pour le prix Nobel en éducation. Il a été choisi comme le meilleur enseignant de sa province en Suède. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, si vous n'êtes pas inscrit, c'est cet après-midi à compter de 13 heures. C'est à ne pas manquer. Alors, je vais arrêter l'enregistrement de cette première formation aux Instituts d'été 2022. Et puis après ça, si vous avez des questions, comme Annie a dit, ça lui fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, merci tout le monde. Et puis, voilà, j'arrête l'enregistrement. 1, 2, 3.